Vous êtes au bon endroit sur Noah, place à 20h, le rattrapage, votre émission qui revient sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Comme d'habitude, un invité pour nous accompagner. Bonsoir Charles-Henri Martin, installez-vous, je vous en prie. Vous êtes psychiatre, chef des urgences médico-psychologiques à l'hôpital Charles Perrins de Bordeaux. Alors avec vous, pendant une demi-heure, nous allons, à travers des reportages, nous intéresser aux conséquences psychologiques de la crise sanitaire que nous vivons depuis bientôt 9 mois déjà. Cette semaine, encore une fois, des patrons de bars, de restaurants et de boîtes de nuit ont manifesté. C'était le cas, comme vous le voyez sur ces images à Limoges. On voit bien leur mal-être. Certains défilent une corde au cou. Le confinement, la crise économique pèsent sur leur morale. Charles-Henri Martin, pour reprendre une expression employée récemment par un infirmier en psychiatrie, il y a eu les traumatisés de la guerre. Aujourd'hui, vous assistez, vous, aux traumatisés du Covid. Alors c'est ce qu'on observe avec l'ensemble des collègues sur le territoire. On a alerté immédiatement dès le début du confinement, à partir du mois de mars, puisque des collègues, dont le collègue Nicolas Franck et Santé publique France, qui ont étudié l'effet du confinement, une étude sur le bien-être, la santé mentale des personnes, et se sont rendus compte qu'il y avait un effet de semaine en semaine augmentant en termes d'anxiété, en termes de symptômes dépressifs, et puis avec les semaines avançant, un retentissement en termes de syndrome et de besoins de santé pour les personnes confinées. Alors tout le monde emploie le terme de guerre, à commencer par le président de la République lors du premier confinement. C'est vraiment un mot, un terme approprié pour vous ? Nous, on l'a plutôt mis de côté. On parle plutôt de crise. On parlait avant de gestion de crise. Je crois qu'il n'y a pas de gestion de crise, il y a du pilotage de crise. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme, un changement de paramètres. Et on doit essayer de composer au fur et à mesure des nouvelles variables, essayer de trouver des solutions, créer parfois des nouvelles offres de soins, être parfois avec des nouveaux dispositifs et essayer d'avancer et de s'adapter au fil de l'eau, et en particulier pour toute la problématique santé mentale, puisque dès le départ, il y avait effectivement la prospective qu'il y aurait une première vague en lien direct avec le Covid, les personnes atteintes, une deuxième vague en lien avec les maladies chroniques qui ont eu un retard de prise en charge sur un plan somatique, et une troisième vague sur l'effet psychique du confinement, du Covid et du stress chronique. Alors comment tenir le coup moralement lorsqu'on est patron de discothèque et donc privé d'activité depuis bientôt 9 mois ? C'est ce qu'on va voir avec ce reportage tourné à Périgueux. Charles-Henri Martin, votre réaction juste après. Du son comme ce morceau d'Aya Nakamura. Cela fait 9 mois qu'il n'y en a pas eu dans cette discothèque. Pourtant, les dépenses continuent pour le gérant. On est obligé de faire tourner le matériel tout le temps parce qu'autrement ça l'abîme et c'est un coup qui ne refonctionne pas au bout d'un an. On a les machines à glaçons, on a tout l'entretien général à suivre. On est obligé d'avoir des vidéosurveillances, du gardiennage, les assurances. Et à côté de ça, en aide, on a été aidé que sur 3 mois, juin, juillet, août, et à raison de 30% de nos dépenses sur ces mois-là. Donc c'est dérisoire. Une détresse partagée par ses confrères périgourdins. Tous se sentent abandonnés par l'État. Je comprends qu'il y ait des contraintes sanitaires et ça c'est très important parce que la maladie est là. Mais il faut nous aider, il faut nous donner une trajectoire. Le gouvernement nous oublie, oui. Nous met de côté, ne parle jamais de nous et ne nous donne aucun espoir de réouverture. Donc là, oui, c'est vrai qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va et c'est inquiétant. C'est inquiétant pour nos entreprises. Depuis 9 mois, ces 3 gérants vivent sans salaire. Leurs employés sont au chômage partiel. La frustration est grande face aux soirées clandestines, parfois organisées dans le département. Il y a pas mal de fêtes sauvages, on le sait. On est de temps en temps invité d'ailleurs. Et il n'y a pas de gestes barrières. L'alcool coule à flot. Il n'y a aucune sécurité. Donc on est en mesure et en capacité de pouvoir ouvrir avec un protocole strict. Parce qu'il y a un encadrement qui sera fait dans nos lieux. La délivrance est encore loin pour ces gérants. On parle d'une réouverture des boîtes à l'été, peut-être au printemps. Eux ne rêvent que de reprendre le travail et préparer la suite. Docteur Charles-Henri Martin, s'amuser, c'est important pour notre bonne santé mentale ? On en est privé depuis plusieurs mois déjà. C'est important, on le voit aussi avec les étudiants, on le voit dans la vie du quotidien, on le voit avec le stress du quotidien. Et évidemment, c'est une privation, on va dire, d'équilibre et de lâcher prise. Quels sont les principaux troubles que vous rencontrez aujourd'hui dans votre service ?
Alors, nous, on a mis en place un système qui est à la fois dans les services des urgences, à la fois des plateformes téléphoniques, donc on rencontre des choses un petit peu diverses, à la fois des personnes qui ont des vulnérabilités préalables et qui ont une activation avec la crise, et puis d'autres qui n'ont pas d'antécédents préalables ou de vulnérabilité. Quand je vois le reportage, par exemple, on parle a priori de personnes qui n'ont pas de vulnérabilité particulière, mais dans le cadre d'un stress chronique, dans le cadre surtout d'un stress économique chronique et l'absence de perspective temporelle par rapport à ces situations stressantes, vont développer eux-mêmes des troubles du sommeil, de l'anxiété, des troubles, des symptômes dépressifs, et puis des problématiques en lien avec de l'automédication, des surconsommations de médicaments, c'est très bien montré, des problématiques en lien avec les addictions, augmentation des consommations d'alcool, de tabac, d'autres drogues. Ça se soigne ? Alors, ça se soigne d'autant mieux que ça se prend précocement. C'est ça qui est très important, et d'où l'intérêt d'avoir un recours au plus tôt par rapport à l'émergence de symptômes, bien évidemment. L'établissement dans lequel vous travaillez affiche 100% d'occupation de ces lits d'hospitalisation. Donc, qui recevez-vous principalement ? Vous le disiez, ce ne sont pas que des personnes qui présentaient des pathologies avant cela. Alors, si on parle du service des urgences, le service d'évaluation de crise et d'orientation psychiatrique, le service d'urgence de Charles Perrin, on reçoit, là actuellement, il y a à peu près 25% des personnes qui viennent qui sont des primo-consultants, qui n'ont jamais consulté. Et on a surtout une proportion de personnes qui restent hospitalisées qui est plus importante. Donc on n'a pas d'augmentation des flux à proprement parler, puisqu'il y a un effet confinement, il y a d'autres choses, mais la proportion de gens qui ont des états graves est plus importante, et dans ces 25%, il y a quand même énormément d'étudiants, de gens qui fonctionnent, et qui face à des problématiques d'adaptation, et qui sont rendues impossibles pour des motifs économiques, environnementaux, personnels, professionnels, vont présenter à un moment des symptômes durables et qui vont interférer avec leur fonctionnement habituel. On poursuit avec celles qui se disent les oubliées du confinement, les aides à domicile sur le front depuis le début de l'épidémie. Elles devraient enfin bénéficier d'une revalorisation salariale l'an prochain qui n'excédera pas les 100 €. C'est un métier en forte demande mais qui peine à recruter. Pourtant, la crise a fait exploser les besoins pour maintenir les seniors à domicile. Exemple à Saint-Astier, en Dordogne. Allez, le dentifrice, allez-y ma Paulette. Hop. Chaque jour, Davina a rendez-vous avec Paulette pour sa toilette, son ménage, mais aussi pour quelques échanges nécessaires à égayer une journée. Donc ça va. Pour éviter en fait qu'elle soit trop triste, je dévie en fait la situation en lui parlant de ma fille parce que du coup là, la petite, là voilà, ça lui fait vraiment sourire. Aïe. Cette auxiliaire de vie a travaillé pendant le confinement, un lien maintenu avec l'extérieur, essentiel pour ce couple. Super, super. Ça fait une présence, c'est très, très appréciable. Comme Davina, elles sont 2000 à travailler en Dordogne. Leur salaire moyen, 960 €, une profession qui aujourd'hui a du mal à recruter. Nous n'avions jamais connu ça. Ne plus avoir aucune candidature, cela nous pose énormément de problèmes. C'est départemental, mais c'est aussi national. Aujourd'hui, ce métier n'attire plus. Après 1 heure de soins, il est temps pour Davina de passer à un autre bénéficiaire. C'est un rythme assez intense. Et le problème, c'est qu'en 1 heure de temps, on n'a pas spécialement le temps de tout faire. Parce que des fois, on doit faire la toilette, on doit faire un tout petit peu d'entretien et l'écoute dans tout ça. Et coucou Simone! Si une prime a été versée après le confinement par le département, ces aides à domicile se disent oubliées par le Ségur de la Santé. Aucune revalorisation salariale en vue, alors que la question du maintien à domicile devient de plus en plus prégnante. Un jour, on sera à leur place, nous aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Mais après, c'est sûr que si on veut gagner vraiment notre vie, on fait comme toutes les autres, on s'en va, quoi. Sauf qu'après, c'est eux qui restent. Demain, à l'appel de la CGT, certaines d'entre elles manifesteront leur ras-le-bol, une petite coupure entre midi et 2, avant de vite retourner auprès de leurs bénéficiaires. Alors ce deuxième confinement, il est plus souple pour les travailleurs, les écoliers, mais pour les retraités, les seniors, qu'ils soient dépendants ou non, la solitude est bien présente. Il y a là aussi un vrai risque psychologique. Ah oui, le stress lié à l'isolement est clairement un élément qui est très clairement identifié, d'où l'intérêt des aides à domicile et puis de tous les dispositifs qui peuvent être maintenus. Clairement. Alors se pose la question en toile de fond du support, du soutien et de l'entraide auprès des intervenants également. Alors c'est vrai que sur les plateformes qui ont été développées par Charles Perrin, une des deux plateformes est destinée effectivement aux professionnels de la santé. Donc on inclut à l'intérieur les professionnels des établissements hospitaliers, mais aussi du secteur social et médico-social. Donc, il y a un numéro vert et qui permet d'avoir, dans le cadre de l'entraide entre personnels du secteur, un professionnel qui va faire le point avec vous, éventuellement qui peut orienter vers une consultation, une téléconsultation, une prise en charge, éventuellement un suivi.
Alors actuellement, on ne reçoit pas énormément d'appels, puisqu'on est surtout en lien avec les EHPAD dans l'immédiat, et pour l'instant, on a une diffusion des coordonnées qui est encore mesurée, et on compte bien aussi sur le fait de la diffusion des coordonnées du numéro vert pour pouvoir apporter du support au plus grand nombre. Et donc, qu'est-ce que vous leur apportez concrètement lorsqu'ils vous appellent ? Alors concrètement, il peut y avoir, déjà on fait un point de situation, savoir le motif de l'appel, et alors après tout dépend de la situation. Soit ça peut être des techniques déjà de gestion du stress, des outils divers et variés qu'on a mis en place, qui sont des outils nationaux, inconnus, pour pouvoir gérer justement son stress, les interactions, les problématiques en lien avec le Covid, que ce soit auprès de sa famille ou auprès des personnes qui sont prises en charge, des personnes qui sont prises en charge. Et puis après, ça peut donner lieu aussi à de la téléconsultation et éventuellement à des suivis, soit effectivement à distance, soit éventuellement aussi en présentiel. Et il faut savoir qu'en termes de Nouvelle-Aquitaine, il y a une tête de pont de ce type-là dans chacun des départements et qui sont gérés par les cellules d'urgence médico-psychologique. Alors vous venez de le dire, hein, dans l'hôpital dans lequel vous travaillez, vous accompagnez les soignants qui souffrent de stress ou d'épuisement psychique. Arrêtons-nous un instant sur le témoignage de cette infirmière rencontrée à Limoges. Je me dis, si on est beaucoup sollicité, si on tombe malade, comment on va tenir, quoi. C'est culpabilisant hein, de se dire, si j'ai attrapé le Covid et je l'ai transmis peut-être à plusieurs personnes, quoi. Notamment des personnes âgées qui sont beaucoup plus fragiles que nous et qui risquent de très mal supporter la maladie, quoi. On se dit, si je le ramène à la maison, quoi. On a des enfants, une famille, des parents, avec leur lot de maladies aussi. Les prochains mois, j'essaie de pas trop y penser en fait, parce que je me dis, je vais au boulot pour aller prendre soin de mes résidents et ils ont besoin de moi, donc il faut y aller. Et puis on y va sans trop y penser, quoi. On fait gaffe, mais il faut y aller. Je pense qu'on est plus soudés. Effectivement, on se serre les coudes. Il faut se serrer les coudes de toute façon dans ces moments difficiles. Voilà, c'est un moyen de tenir aussi au travail. Voilà. Ça rapproche. Docteur Charles-Henri Martin, une étude va être lancée au niveau régional pour évaluer les conséquences de la crise sanitaire sur les soignants. Exactement. Alors sur les soignants, mais pas que. C'est aussi tous les professionnels des établissements hospitaliers. Alors ça se fait en lien avec l'ensemble du réseau des CUMP, l'ensemble des réseaux des SAMU. C'est porté par l'hôpital Charles Perrin, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique de Bordeaux. Et donc c'est ce qu'on a observé exactement pendant le premier confinement sur la ligne d'appel qui recevait à l'époque, on a reçu 1500 appels, tout confondu au niveau de la région, de soignants. C'est quand même beaucoup. Et effectivement, la peur de la contamination, la peur de ramener du virus à la maison, la peur de contaminer les gens que l'on soigne, etc., etc. Alors bien évidemment que le retentissement est important. L'idée, c'est de s'intéresser à la santé de tous les professionnels des établissements de santé, et pas seulement que les soignants, puisqu'effectivement, il y a un retentissement, alors bien évidemment les médecins, les infirmiers, mais il y a aussi l'ensemble du reste du personnel sur lequel il y a un petit peu moins d'intérêt. Jusqu'à dans les études, ça concerne 90 000 personnes dans le sud-ouest. Et l'intérêt, c'est de faire un focus et de faire ensuite une étude pendant 1 an, puisqu'évidemment, les effets psychologiques et médico-psychologiques sont différés par rapport à l'événement stresseur. On commencera en janvier, et puis ça nous permettra d'étudier l'état de la santé à ce moment-là. Et ensuite, pendant 1 an, sur 4 évaluations répétées. C'est une première. C'est une première, oui, dans la région, tout à fait. Et puis au niveau national, puisqu'il n'y a pas forcément d'études en population, tout professionnel de santé. Alors, on vient de voir le mal-être des professionnels de santé. Il y a également celui des étudiants. La reprise des cours classiques dans les universités ne se fera pas avant le mois de février. Une perspective qui fait grandir le sentiment d'isolement des étudiants. À Poitiers, plusieurs d'entre eux ont accepté de témoigner. C'est la partie valeur intrinsèque, ici à l'adapter. Elle se voyait déjà retourner sur les bancs de la fac. Mais pour Chloé et Léa, les cours en distanciel jouent les prolongations. Révisions et partiels, ce nouveau rythme a rajouté plus de 10 heures de travail par semaine à Chloé, étudiante en licence d'économie. On n'en voit pas le bout en fait. Enfin, on travaille plus parce qu'on a peur de décrocher. Et on ne sait pas en fait si on aura les fruits de ce travail à la fin, parce que même si c'est pareil pour tout le monde, je trouve qu'on est quand même vachement désavantagés de cette situation plutôt que si on était tous en cours. Étudiante en master de neurosciences, Léa est dans le flou. Aucune information sur l'organisation de ses examens, une source de stress supplémentaire.
Il y a des partiels qui devaient être faits des examens terminaux et finalement ils nous font des contrôles continus. Et puis pareil, mes partiels, je ne sais pas si ça va être en présentiel ou en distanciel pour l'instant. Donc pareil, c'est pas facile quoi. Et les étudiants ne sont pas tous logés à la même enseigne. Enseignante en mathématiques, Laurence Dipoy est témoin des difficultés de Simon pour suivre ses cours. Moi, je sais que j'ai pas de box internet, par exemple. Je suis sur un partage de connexion avec mon téléphone. Donc, il y a des jours où la connexion voulait pas se faire et j'étais éjecté de la salle et tout. Donc, pas pratique. Des conditions de travail pénibles, même les élèves les plus motivés de Laurence décrochent. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ça demande beaucoup plus d'énergie pour arriver au même résultat que le présentiel, à la fois pour moi, mais surtout pour les étudiants. Et là, ils vont enchaîner ça sur la journée. Et puis ils vont enchaîner ça sur la semaine, et ça dure depuis des mois. C'est ça le problème. Les universités sont loin d'être déconfinées. Le gouvernement vise un retour des étudiants en présentiel début février. Il y a quelques semaines, l'un de vos confrères, le professeur Nicolas Franck, a publié cet ouvrage Covid-19 et détresse psychologique. Alors à travers une enquête qu'il a réalisée durant le premier confinement, il explique que les étudiants présenter le score de bien-être le plus faible. Oui. Plus on est jeune, plus on souffre du confinement. En tout cas, sur l'étude en ligne, ça a permis d'identifier clairement qu'il y avait un effet au fur et à mesure des semaines et essentiellement sur la population de 18-24 ans, avec une augmentation troubles du sommeil, troubles anxieux, dépression, comportements addictifs, dont les écrans, etc. Et effectivement, c'est extrêmement net, oui. Comment les prendre en charge, comment y remédier finalement à ces troubles? Alors, il y a une problématique qui est nettement liée à l'isolement. Quand même beaucoup, l'isolement, les problématiques financières. On a pu voir aussi ces étudiants qui se retrouvent dans la précarité, très dure, exactement, par rapport aux problématiques du quotidien, l'éloignement familial, le manque de perspective aussi par rapport aux études, la validation, non-validation, etc. Alors, il y a effectivement, sur Bordeaux, il y a la médecine préventive qui a été renforcée pour pouvoir offrir plus de disponibilité, plus de créneaux pour la population étudiante. Et alors après, l'autre plateforme de l'hôpital Charles-Perrin, qui s'appelle Covid Psy 33, qui s'adresse plus à la population générale, et un numéro vert également, qui permet aux étudiants de pouvoir appeler, de pouvoir de la même manière faire un point de situation, voir avec quelle méthode on peut éventuellement arriver à apaiser la situation, ou éventuellement aller vers de la téléconsultation, voire du suivi. C'est la même plateforme qui s'occupe également des indépendants et des artisans, de ce qu'on a vu tout à l'heure en premier reportage, et de la population générale également. Alors, on poursuit notre tour d'horizon de l'actualité dans la région avec cette manifestation. Dimanche dernier, à Bayonne, des parents d'élèves se sont mobilisés pour dénoncer l'obligation du port du masque dès l'âge de 6 ans. On regarde ce reportage. Laisser les enfants respirer, un droit vital. C'est sur ces injonctions que près de 400 personnes contre le masque pour les 6 à 11 ans se sont donné rendez-vous dimanche matin à Bayonne, face à la mairie. C'est leur innocence qu'on est en train de leur enlever. Parents en action, le nom de ce nouveau groupe en train de se constituer au Pays Basque et dans les Landes. Ces pères et mères demandent la levée de l'obligation du port du masque faite à ces petits élèves depuis la fin des vacances de la Toussaint. Les enfants, pour se construire, surtout à cet âge-là, ont besoin de s'exprimer. D'échanger par la vue, par la parole, et ils sont en pleine construction. Donc le port du masque aujourd'hui, pour moi, va complètement à l'encontre de ces principes-là. Il se passe beaucoup de choses dans la tête de nos enfants, psychologiquement d'ailleurs. Voilà. Je sais qu'il y a déjà des médecins qui commencent à alerter. Une pétition vient de démarrer, relayée sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Certaines familles, une minorité, ont même décidé de déscolariser leurs enfants et se chargent de l'instruction à la maison. Docteur Charles-Henri Martin, quelles peuvent être les répercussions d'un monde masqué sur le développement des enfants ? Alors moi je suis psychiatre. Sur un plan strictement physique et somatique, l'Académie nationale de médecine a fait un rappel sur le fait que les masques ne posaient absolument aucun problème sur le système respiratoire, tant des adultes que des enfants, sachant que c'est le même système respiratoire. Alors en revanche, sur un plan psychologique, ce qui est clairement montré, c'est que sur un plan psychologique, clairement, la question c'est les parents. C'est-à-dire qu'en pédopsychiatrie, une bonne partie des symptômes anxieux chez les enfants viennent strictement générés par les parents. Et c'est ce qu'on voit un petit peu là. C'est-à-dire qu'il y a des interrogations sur est-ce qu'il n'y a pas un effet nocif, etc. Et les parents que l'on voit globalement sont quand même relativement peu à l'aise et se posent des questions et ruminent sur des problématiques pour leurs enfants. Et que finalement, il peut y avoir un phénomène de contagion. Mais la question, ça reste strictement là. Il y a des enfants pour des motifs médicaux, et je pense par exemple en cancérologie,
qui vont avoir des masques de manière beaucoup plus prolongée dans la journée, parce que là on parle de quelques heures dans la journée, et pour qui ça ne pose absolument aucun problème, il n'y a aucun problème physiquement parlant. Clairement. Alors certains parents disent voilà, ils risquent d'avoir des lacunes pour décrypter les émotions, puisque les yeux sont désormais la seule partie visible d'un visage. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Bien sûr, mais disons que c'est qu'une partie de la journée. C'est-à-dire que tous les enfants, si tout le monde est pris dans une dynamique, on va dire, positive, c'est-à-dire qu'on le voyait avec les artisans tout à l'heure aussi, les personnes du monde de la nuit. C'est-à-dire s'il y a un investissement, qu'il y a une crise sanitaire globale, on doit tous participer. Ça représente quelques heures dans la journée, puisque finalement les enfants rentrent chez eux le soir, sont chez eux toute la soirée, ils enlèvent le masque, leurs copains ils les connaissent, éventuellement ils trichent un petit peu, et de toute façon cette crise elle va durer qu'un temps. Donc en termes de développement strictement psychologique, il n'y a absolument aucun problème. On continue avec ce sujet qui nous montre que la violence surgit parfois dans des endroits inattendus. C'est le cas dans une déchetterie à Château-Bernard en Charente. Après de nombreux incidents, elle a même décidé de fermer ses portes. On regarde. Le public va trouver porte close pendant 2 jours. Une réponse à des agressions verbales et menaces de mort envers des agents de la déchetterie de Château-Bernard. Cet habitué qui venait déposer des déchets verts ne comprend pas l'attitude de certains usagers. Ici, là, c'est des gens super sympas. Depuis qu'ils ont fait ici, là, tout le monde qui est à l'intérieur, je pense qu'ils font leur travail comme il faut. La déchetterie de Château-Bernard est une des plus fréquentées du département, avec 100 000 passages par an. Mais elle n'est pas la seule à être confrontée aux incivilités. Des agents qui reconnaissent une montée en puissance de ce phénomène depuis la fin du premier confinement. On est sur plutôt de l'agressivité, ça peut aller jusqu'à l'agression. Et aujourd'hui, absolument rien ne justifie que nos agents puissent être menacés de mort dans le cadre de l'exercice de leur fonction. C'est-à-dire que là, on a dépassé le seuil de tolérance. Dans le cas de Château-Bernard, une plainte a été déposée. Pour les élus à la tête du syndicat mixte Qualitum, il fallait fermer ce site pour créer une prise de conscience. On avait besoin d'abord pour eux d'avoir un temps à se reposer et se retrouver ensemble. Bon, ils ont des activités même quand la déchetterie est fermée. Et puis c'est une façon de montrer à la population que non, ça c'est pas possible. À Qualitum, tous les agents ont en tête un drame qui avait endeuillé le service il y a 10 ans. Un déséquilibré avait tué 3 agents du site de Château-Bernard. Afin de mieux s'armer contre ces situations délicates, une formation spécifique dédiée aux agents en déchetterie est en cours d'élaboration. Un projet pilote qui se réalise en Charente. On a une animatrice de formation qui a passé 1 mois sur la déchetterie de Château-Bernard avec les agents. D'abord pour voir ce qui s'y passait et puis pour travailler sur des mises en situation, sur des réponses. Voilà, donc on est en train de la construire et c'est une offre de formation qui pourrait être déployée après au niveau national. Chaque année, les déchetteries de Charente, 37 au total, reçoivent 1 300 000 visiteurs. Cette période, elle entraîne un regain de la violence. Alors, je crois qu'on est surtout, alors les chiffres de la violence, je ne les connais pas spécifiquement, mais en revanche, ce qu'on a vu dans les études de Nicolas Franck et de Santé publique France, c'est que clairement l'indicateur, c'est la santé mentale. Et dans les indicateurs de santé mentale, il y a l'irritabilité, il y a effectivement la sensibilité, l'hypersensibilité, l'anxiété, la rumination. Et clairement, la population est soumise à un stress majeur. Enfin, je vous rappelle qu'on est quand même sur une maladie qui est nouvelle, il y a une pandémie généralisée, une pandémie, avec confinement, déconfinement, tout ça préparé de manière plus ou moins hâtive, reconfinement, redéconfinement, et surtout des perspectives pour l'instant qui nous laissent penser que ça peut durer jusqu'à l'été prochain, peut-être. Donc finalement, ce qui fait plus peur aux gens, c'est le confinement, plutôt que la maladie en elle-même. Non, je pense que c'est le retentissement global, c'est-à-dire qu'il y a un retentissement économique, un retentissement personnel, il y a des inquiétudes et éventuellement la maladie en plus, donc effectivement ça crée des stresseurs dans tous les sens. Et bien évidemment qu'avant le stade de la consultation, de l'anxiété ou les syndromes dépressifs ou psychiatriques constitués, il y a tout un niveau comme ça de mal-être clairement et qui peut s'exprimer dans les interactions interpersonnelles, dans la patience, etc. Est-ce que cette période anxiogène, à terme, elle pourrait modifier nos comportements, créer de nouveaux stress, la peur de prendre les transports, d'aller faire les courses ? C'est ce qu'on voit un petit peu.
en tout cas par rapport à la nosophobie, c'est-à-dire la peur des hôpitaux ou la peur des maladies, la nosophobie. Et ça, c'est ce qu'on peut voir aussi dans le Covid, on a une augmentation, Nicolas Franck en parle très bien, où on voit une augmentation des personnes qui ont peur en fait, d'être contaminées par le virus, mais pas que finalement. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on réussira à retrouver notre vie normale, notre vie d'avant ? Je pense que les humains ils sont capables de beaucoup de capacités d'adaptation. Ça dépend du climat global, ça dépend de la capacité à être solidaire, à s'occuper des plus faibles. Et ça, c'est sur un plan psychologique, mais c'est aussi surtout sur un plan économique. Donc je pense que oui. On va bientôt terminer cette émission. Je vous propose une note de légèreté avec ce portrait, celui d'Alice Musso. Cette habitante de Floirac en Charente-Maritime vient de fêter ses 108 ans. Elle vit toujours chez elle grâce à sa grande famille. On regarde ce reportage, on se retrouve juste après. Je vous mets un peu d'ail alors dans votre salade. Je mets de l'ail. C'est un déjeuner ordinaire pour Alice, à quelques semaines de ses 108 printemps. Née ici à Floirac en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, elle a choisi de passer ses vieux jours à domicile dans la maison familiale. Et c'est grâce à une présence presque continue. Des toilettes, des repas, des couchers, un peu tout, des courses, on fait tout. Pour assurer un accompagnement régulier, elle peut aussi compter sur sa famille. Avec plus de 30 descendants, il se passe le relais pour venir lui rendre visite. Bruno vit à quelques centaines de mètres. Ça va ? Et pour son petit-fils, 62 ans, c'est un vrai bonheur. Moi, je suis en retraite et j'ai toujours ma grand-mère, donc c'est quand même incroyable, ça. Qui aurait pu penser ça ? Toi, t'es mon petit-fils. Oui. Mais après, j'en ai l'autre. Bah oui. Tes enfants et tes petits-enfants à toi. Eh oui. C'est mes arrière. 5 générations. Vous vous rendez compte ? Alice est la doyenne du village, mais pas vraiment une exception, car ils sont 3 centenaires en tout dans cette commune de 470 habitants. Les 2 autres résident à l'EHPAD. Et pour elle, pas question de quitter son domicile. Pour Coralie, son arrière-petite-fille, c'est même une évidence. Je pense que si on la mettait en maison de retraite, ça serait pas la même. Hein, une petite maison de retraite, ça te dirait ? Oh, non, parle pas de ça. D'être à 108 ans, d'être comme elle est, avec toute sa tête, c'est une force de caractère. C'est quand même extraordinaire d'être comme ça. Je suis formidable. Voilà. Ils m'ont dit que j'étais formidable. La promenade est finie. L'autodérision, un trait d'humour bien à elle. Et ce n'est pas la pandémie ni les gestes barrières qui l'empêcheront de fêter en famille Noël, puis son anniversaire en janvier 2021. Alors en attendant, elle s'entraîne. On s'embrasse. C'est plus rien. Je ne comprends plus tout ce que vous faites. Vous venez de le voir, elle ne respecte pas vraiment les gestes barrières, cette centenaire, mais c'est important tout de même de se toucher. Ça manque à beaucoup de personnes, le fait d'avoir des contacts physiques avec ses proches. Je crois que ça ressort beaucoup, ce manque de contact physique. Alors après, il y a la présence. Je ne sais pas dans quelles conditions ils habitent tous ensemble, parce que ça montre, c'est la force de la solidarité, la force du lien dans les moments difficiles, et ça de manière durable. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir. Vous nous avez permis d'y voir un petit peu plus clair sur les conséquences psychologiques liées au confinement et à la crise sanitaire que nous traversons depuis un moment déjà. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Passez une très belle soirée sur Noah.